Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Média Pro qui parle de télévision et de médias. Ce soir, on va consacrer notre émission à la Chine et sa nouvelle politique médiatique qui domine pratiquement toute la planète. Avec ses nouveaux réseaux, ses nouveaux médias, mais également la puissance en matière de nombre de réseaux et de journaux et de télévision qui sont présents sur toute la planète. Alors, messieurs, avant de commencer à diffuser certains sujets, je voudrais avoir votre avis justement sur cette nouvelle force médiatique qui apparaît de l'Empire du Milieu. Bonsoir, c'est pas vraiment nouveau, mais disons que ces dernières années, effectivement, la Chine s'est déployée d'une manière très visible en Afrique. La chaîne, par exemple, Radio Chine Internationale, RCI, a ouvert des bureaux à Dakar et elle compte investir l'Ouest africain, notamment en langue française, mais également en langue locale. La même chose pour... On va consacrer, pardon Faisal, tout un volet sur la présence des médias chinois ou le déploiement, justement, médiatique chinois en Afrique, mais dans sa globalité, justement, la présence chinoise face parfois aux médias occidentaux se fait de plus en plus visible. Oui, parce que les médias occidentaux ont pendant très longtemps dominé un petit peu la planète. Étaient presque seuls dans la région africaine et également en Amérique du Sud, parce qu'il y a un déploiement chinois vers l'Amérique du Sud, notamment vers des pays comme le Brésil ou le Pérou ou la Colombie. Évidemment, c'est un redéploiement économique et commercial qui est accompagné par la présence médiatique. Et souvent, vous trouvez beaucoup de rapports critiques, notamment de think tanks américains comme Freedom House ou d'autres européennes qui critiquent justement cette présence. Et c'est toujours présenté comme une volonté de la Chine d'hégémonie, de domination, comme si les médias occidentaux qui étaient en Afrique n'étaient pas dans cette mission, si j'ose dire. Mais disons que oui, il y a une forte présence, puisque la Chine a quand même un système médiatique très puissant, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Il y a au moins 47 chaînes de télévision. La CCTV diffuse, il y a des chaînes payantes et des chaînes qui ne sont pas payantes, mais également le groupe international qui est CGTN, qui diffuse en plusieurs langues, dans le russe et le chinois, le russe, le français et l'anglais. Alors, contrairement au monde occidental, il n'y a pas de chaîne privée en Chine, il y a exclusivement justement de médias publics. Il y a bien sûr la radio Chine Internationale, la RCI, China Global Television Network, c'est la CGTN, et bien sûr l'agence de presse officielle Xinhua ou bien Chine Nouvelle. Oui. Ces trois médias dominent un petit peu un pays qui dépasse le 1,5 milliard. Aujourd'hui, cette mastodonte médiatique ne sort de sa frontière et s'étale un petit peu en Afrique, mais également en Amérique latine, et évite un petit peu de s'affronter au mode occidental et notamment européen. Parce qu'en Europe, et l'Amérique du Nord, la CGTN a des difficultés. Le gouvernement britannique n'a pas empêché la chaîne CGTN de travailler en Grande-Bretagne, le territoire britannique. Elle subit la même pression que les Russes. Elle est présente en France, en Allemagne et dans d'autres pays européens, en Amérique du Nord, mais en Grande-Bretagne, c'est tout refus total. Évidemment, l'autorité qui est chargée de ça n'a pas du tout expliqué les raisons. Mais disons que c'est la même chose que pour le cas de Russia Today, pour la chaîne russe. Bon, c'est lié à la guerre en Ukraine, mais pour la Chine, c'est pour autre chose. Ça veut dire qu'on empêche les médias chinois de travailler en territoire européen pour certains pays. Mais disons que la CGTN, qui a choisi de diffuser en arabe depuis 2019, parce qu'elle a compris que le monde arabe est un monde où il y a beaucoup de concurrence de chaînes européennes qui diffusent toutes en langue arabe. Même les Coréens se sont mis aussi à diffuser, les Japonais aussi en arabe, parce qu'il se trouve que cette langue sera, dans les prochaines années, l'une des langues les plus parlées au monde, 3e ou 4e position. Alors, pour mieux comprendre un petit peu la puissance médiatique de la Chine, on va voir une bande-annonce un petit peu qui résume la politique audiovisuelle chinoise à travers la promo de CCTV que vous verrez un petit peu, qui apparaît un petit peu comme une vitrine du média public chinois.
and members of business officers. Mark, what can you tell us about events happening there? The politics This is a pretty picture of the timing of the event. Second time back over to Beijing. To go after them. All about the Voilà, c'était la vidéo promo de la CGTN ou le China Global Network Television. La CCTV dispose d'une vingtaine de bureaux de correspondants à l'étranger, en partenariat avec plus de 200 groupes médiatiques étrangers, possède des chaînes en anglais depuis 2006, en français et en espagnol depuis 2007 et en arabe depuis 2009. Elle émet aussi en russe et des vidéos sont également disponibles sur son site internet. Aujourd'hui, le déploiement médiatique chinois, Faisal, s'apparente à une vraiment stratégie médiatique un petit peu à la anglo-saxonne. On voit un petit peu le modèle de la promo de CCTV. C'est un petit peu la BBC version chinese. Oui, d'ailleurs, on a vu dans la promotion, c'est See the Difference. Vous regardez la différence, ça veut dire par rapport aux médias occidentaux, parce que la CGTN, qui est le groupe en extérieur, parce qu'il y a deux groupes. Il y a audiovisuel chinois. À l'extérieur, avec le quotidien du peuple, le grand journal du Parti communiste, qui est aussi à une édition internationale. En 8 langues, hein. Oui, et qui est considéré comme parmi les plus grands journaux au monde. Il est parmi les 10 plus grands tirages au monde. Il est tiré à 3 millions d'exemplaires, diffusé quotidiennement, même en version numérique. Et il est talonné de près par les journaux japonais, parce que vous savez que traditionnellement, les journaux japonais, c'est les journaux les plus tirés au monde avec ceux de l'Inde. Mais disons que le groupe CGTN, effectivement, il a commencé tout petit, parce qu'il y a une chaîne internationale en Chine qui s'appelle CCTV4, et qui est une chaîne internationale, mais qui diffuse... Il y a une déclinaison de 20 chaînes. Hein. Oui, il y a 47 chaînes en tout, hein, parce qu'il y a une... Pour CCTV. Oui, dont les chaînes payantes. Et la CCTV, la particularité, c'est qu'elle a des chaînes thématiques sur tous les thèmes pratiquement, y compris la défense et la sécurité. Il y a une chaîne qui est spécialisée en défense et sécurité, une autre en agriculture, une autre sur la société, une autre sur les séries, sur les dramas, sur la jeunesse, les enfants. Moi j'étais étonné, il y a même une chaîne CCTV consacrée essentiellement à la révolution chinoise. C'est-à-dire tous les programmes, c'est des films de guerre pendant la révolution des années 40, etc. C'est du grand art des films de guerre à l'époque de Mao Tse-tung, oui, etc. Traditionnellement, les chaînes... Traditionnellement, ils adorent un petit peu mettre en valeur leur histoire. Absolument. Les discours des anciens chefs de la révolution chinoise, du Parti communiste, etc. sont diffusés parce que c'est pour entretenir la mémoire. Mais disons que les Chinois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se considèrent pas en concurrence avec les chaînes occidentales, contrairement à ce que pensent les Occidentaux. Ils sont en présence. Le président Xi Jinping est parti en Afrique en 2015 et là, depuis ce voyage en Afrique, la Chine aide les Africains à accéder à la télévision. Parce que traditionnellement, les Africains sont très radio. Ils écoutent d'où la présence de grandes radios comme BBC ou RFI ou Deutsche Welle et même Voice of America qui diffusent en plusieurs langues, dans des langues africaines. Depuis cette date, depuis 2015, depuis le lancement aussi de l'opération, l'initiative qui s'appelle Ceinture et Ceinture, je pense, et la route de la soie, l'Algérie est membre de cette initiative. La Chine a compris qu'il faut doter en équipement certains foyers africains. C'est le cas aussi pour certains villages en Amérique du Sud. Donc c'est une politique qui suit aussi le déploiement économique de la Chine, sans voir si les autres sont en concurrence ou pas. Mais la Chine a choisi cette voie de diplomatie médiatique. Reda Harirash, on a remarqué un petit peu dans la bande-annonce, et ça se reflète un petit peu dans les médias chinois, beaucoup de diversité culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le média chinois, ce n'est pas seulement des journalistes chinois. Il y a aussi des journalistes américains, des journalistes africains, mais aussi des journalistes européens. La puissance chinoise s'est exprimée en deux phases. Il y a eu une première phase au cours donc, des années 50, dès que le pouvoir communiste s'est installé à Pékin. Au cours des années 50, donc en 1956, Radio Pékin s'est installé au Caire et en 1958 à Accra au Ghana pour soutenir donc les mouvements d'émancipation des peuples en Afrique et je pense notamment à la révolution algérienne. Donc les Chinois ont soutenu avec bienveillance
la révolution algérienne, quasiment dès son lancement. Et à l'occasion de la crise de Suez en 1956, elle s'est installée donc au Caire et elle a soutenu la révolution algérienne et c'est ce qui a aidé à la reconnaissance du GPRA. Donc jusqu'en 1966, la Chine a joué plutôt le rôle de leader tiers-mondiste et par la suite elle a marqué un peu le pas à partir de la révolution culturelle de 1966 qui est propre à la Chine et qui l'a amené un peu à se recentrer sur elle. Et par la suite, au XXIe siècle, c'est une nouvelle phase. Cette nouvelle phase, elle est axée donc sur davantage le développement et l'aide pour les pays du tiers-monde. Et si c'est des chaînes publiques chinoises qui sont présentes, c'est avant tout pour assurer la liaison entre la Chine continentale et les différentes diasporas. Parce qu'il y a des communautés chinoises de plus en plus présentes, entre 25 et 30 millions de Chinois dans le monde, et le Parti communiste chinois, à travers tout un programme dit néo-confucéen et un nationalisme tout de même qui est présent, veut garder le lien entre ces communautés chinoises qui représentent leur pays et donc la Chine continentale. Et donc, elle a été obligée de diversifier ses programmes et de miser sur le plurilinguisme parce que les chaînes publiques chinoises n'hésitent pas à coopérer avec des médias locaux pour promouvoir leur soft power. Alors, Sofiane Baroudi, aujourd'hui, les chaînes de télévision ou les médias chinois sont aussi bien présents que les chaînes américaines, que les chaînes européennes, mais également arabes, puisqu'ils se sont un petit peu adaptés à toutes les langues, mais également ils se sont adaptés à toutes les politiques. Exactement. Alors, il y a aussi, si vous voulez, une stratégie médiatique chinoise qui est complexe, c'est-à-dire qu'elle ne se repose pas juste sur les groupes d'États qui sont diffusés à l'international et qui ont plusieurs branches. Il y a aussi un soutien très actif, par exemple, dans les zones qui sont le plus difficiles d'accès, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis. Il y a un soutien actif aux médias alternatifs. Donc, la Chine a un rôle discret mais très très actif dans le soutien à toute une constellation de sites internet, de télévision, de radios qui sont parfois des radios communautaires ou associatives mais qui sont bel et bien présentes et notamment aux États-Unis, la Chine fait beaucoup de travail en matière de soutien aux médias alternatifs et ça c'est lié si vous voulez aussi à une stratégie qui repose sur un soft power qui est très puissant comme l'a dit Reda, c'est le soft power de la révolution chinoise qui lui a permis justement la grande révolution chinoise qui a bénéficié d'un grand aura international, non pas seulement si vous voulez, par le soutien très actif des mouvements révolutionnaires, notamment en Afrique et en Asie, et surtout le mouvement algérien, parce que la Chine a été le premier État en dehors du monde arabe à reconnaître le GPRA dès sa proclamation et à soutenir aussi, dès le 1er novembre 1954, l'insurrection du peuple algérien. L'aura de la révolution chinoise, c'est aussi un aura culturel très puissant qui a permis, si vous voulez, à la Chine d'avoir dans un premier temps très bonne presse notamment en Afrique et en Asie et en Amérique latine, et dans un second temps d'implanter sur, si vous voulez, cette aura révolutionnaire aussi une capacité économique, notamment dans le développement infrastructurel. C'est-à-dire que la capacité chinoise à aider le développement infrastructurel a permis aussi, si vous voulez, un soft power très très effectif, notamment en Afrique. La Chine est le premier partenaire en termes d'édification d'infrastructures en Afrique. Il y a aussi une stratégie culturelle très très précise et très poussée à travers la diffusion des instituts Confucius. D'ailleurs, qui sont considérés par les Occidentaux comme étant quasiment un danger, alors que les Occidentaux si vous voulez, déploient des efforts très considérables pour implanter partout dans le monde leurs centres culturels, dans les instituts Goethe allemands, etc. Les instituts Confucius chinois font de plus en plus de travail, non seulement au niveau médiatique, mais aussi, si vous voulez, en termes d'accompagnement culturel au cas par cas. C'est-à-dire que c'est vraiment spécifique aux sociétés. Et il n'y a pas, si vous voulez, une vision qui vient d'en haut, comme c'est le cas notamment des politiques culturelles et des politiques d'aide humanitaire européennes qui généralement imposent, comme c'est le cas par exemple du FMI, des politiques qui sont des politiques clés en main. Le modèle chinois en matière culturelle, mais aussi en matière médiatique, c'est de s'adapter, si vous voulez, aux spécificités des sociétés, aux spécificités des régions, en accompagnant aussi une stratégie qui est, je le répète, complexe, mais très élaborée dans ce sens-là. C'est-à-dire que, parce qu'il faut le dire, il y a un monopole
audiovisuel très très important au niveau occidental. Et même la Chine, pour l'instant, n'arrive pas encore, si vous voulez, à faire face directement à ce monopole économique très puissant. Et donc, elle passe par des systèmes alternatifs qui sont très très efficaces, et notamment aussi par les réseaux sociaux, où la Chine commence à s'imposer d'une manière tonitruante, et ça inquiète beaucoup, notamment du côté de la Silicon Valley à Washington. D'ailleurs, on a vu aussi une banqueroute, si vous voulez, de tout le système Silicon Valley, de tout le système haute technologie, qui commence vraiment à être très très inquiétant, y compris au niveau financier et économique, pas seulement au niveau médiatique. Alors, l'un des continents dans lequel la Chine a réellement investi, c'est le continent africain. La Chine a investi plus de 12 milliards de dollars en Afrique dans les secteurs médiatiques. Aujourd'hui, elle est quasiment très présente dans tous les médias, notamment à des bureaux basés à Nairobi, au Kenya, avec l'agence Chine Nouvelle Afrique comporte plus de 23 bureaux. On regarde ce sujet justement sur le sommet médiatique entre l'Afrique et la Chine et on revient au débat. Une semaine après le sommet du forum, plus de 60 reporters africains et chinois qui ont couvert le sommet discutent de leur rôle dans la construction d'une communauté de destin sino-africaine lors d'une conférence organisée par le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État. Le but, faire le point sur le rôle des médias dans le futur partagé entre la Chine et l'Afrique, avec à l'esprit la responsabilité commune et la coopération gagnant-gagnant. Tout d'abord, nous avons besoin de multiplier les canaux de coopération et de construire un réseau de coopération médiatique sino-africain. Deuxièmement, des médias chinois et africains peuvent travailler ensemble pour un environnement objectif, juste et équilibré de l'opinion publique à l'échelle mondiale. Troisièmement, la Chine continuera de soutenir la formation des jeunes journalistes chinois et africains pour faciliter leurs échanges. La coopération des médias entre la Chine et l'Afrique a plus de 50 ans. Plusieurs résultats ont été obtenus, surtout dans la mise en œuvre des projets de coopération médiatique proposés lors du sommet de Johannesburg en 2015. Durant les 3 prochaines années, des projets pour approfondir cette coopération ont été inscrits dans la déclaration de Beijing, publiée lors du sommet de la semaine dernière dans la capitale chinoise. Certains de ces professionnels africains nous ont confié leurs impressions sur le sommet et la coopération sino-africaine. Au Cameroun, si tu parles des projets que le gouvernement donne aux étrangers, et tu poses ces questions à un Camerounais, tu préfères quel pays? On va te dire les Chinois, la Chine, parce que les Chinois ont l'habitude de réaliser des projets qui sont durables et qui sont et ils respectent le délai. Le discours que le président M. Jinping a prononcé dans la cérémonie d'ouverture a vraiment été soulageant pour les Africains. Et il a laissé entendre que l'Afrique aujourd'hui, avec la Chine et avec la volonté chinoise, peut vraiment réussir à réaliser beaucoup de progrès et à réaliser beaucoup de chantiers économiques. Je pense, à travers les reportages que je mène du jour au jour, même les Africains, même les Burundis, qui croyaient que la Chine est un mauvais pays, vont petit à petit comprendre que la Chine est un pays ami d'Afrique, est un pays ami du Burundi, qui ne vise d'autre chose que le développement de l'Afrique, que la coopération basée sur des principes clairs de coopération gagnant-gagnant et de respect mutuel. Voilà, ce reportage qui a été réalisé par la CGTN et qui démontre justement la liaison entre l'Afrique et la Chine, un renforcement de coopération entre les médias chinois mais aussi les médias africains. Il y a eu plus de 60 journalistes et rédacteurs qui ont été envoyés justement à Pékin pour des formations et aujourd'hui plus de 400 journalistes sont recrutés par les bureaux de CCTV en Afrique. Et je pense que ça va continuer parce que dans le programme de redéploiement médiatique chinois, c'est que maintenant ils vont diffuser aussi ou tenter de diffuser en langue africaine, comme le fait déjà Al Jazeera depuis un certain temps et que vont aussi commencer à faire les Turcs, puisque la Chine, on parlait hors antenne. La Chine est un pays qui n'a pas de complexe vis-à-vis de l'Afrique. Et c'est très dit d'ailleurs dans les discours officiels.
La Chine n'a pas un passé de colonisation en Afrique, et donc ça facilite un peu l'accès. Et puis les mouvements qu'ont connu certains pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest ces dernières années, un agacement par rapport à la présence d'une certaine présence occidentale fait que beaucoup d'associations, du mouvement associatif, et Dieu sait que la société civile africaine est très active et très éveillée aussi, contrairement à ce qu'on dit d'elle, très éveillée par rapport aux enjeux. Donc il y a une forte demande de formation technique pour les journalistes, pour les cadreurs, pour les réalisateurs. Et vous savez que la Chine aussi s'intéresse aussi à l'industrie du cinéma et au studio. Et il y a une forte présence effectivement technique parce qu'il y a un besoin. Ce besoin est exprimé. Quand les demandes sont faites vis-à-vis de certains pays occidentaux, il y a souvent des conditionnalités, des exigences, parfois des barrages pour les visas. Ce n'est pas le cas pour la Chine. On peut obtenir facilement un visa pour la Chine. La même chose pour la Turquie et la même chose aussi pour un pays comme l'Iran. L'Iran aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un pays aussi qui commence à s'intéresser au continent africain. Et donc, disons, tout ça fait qu'il y a un certain climat qui est plutôt favorable. Il y a une demande technique et également, il y a aussi un contenu qui va être renforcé. D'ailleurs, tout le monde avait critiqué, je parle des Occidentaux, lorsqu'il y avait la pandémie de Covid-19, comme les Occidentaux ne voulaient pas donner des vaccins, ou voulaient donner en compte-gouttes. La Chine est venue en force et a distribué des vaccins dans pratiquement toute l'Afrique. Cela n'a pas été oublié par les Africains et a facilité aussi l'accès des chefs d'État africains qui veulent aussi diversifier les partenaires et ne plus dépendre des anciens colonisateurs. Alors, Reda Hariresh, la Chine est très présente aujourd'hui en Afrique grâce aussi au commerce, puisqu'elle est installée, plusieurs sociétés chinoises sont installées soit dans le BTP ou dans les télécoms. Aujourd'hui, cette installation commerciale s'ajoute une installation médiatique, mais aussi dans la construction audiovisuelle, puisque plusieurs chaînes de télévision locales en Afrique organisent des partenariats avec les chaînes chinoises, mais également organisent des programmes spéciaux qui parlent de l'Afrique. Aujourd'hui, pratiquement, ils ont exclu un petit peu tous les traditionnels médias occidentaux, notamment européens, qui étaient des anciennes colonies. Disons que les médias chinois touchent directement aux préoccupations donc, des gouvernants africains, mais aussi des citoyens africains. Ils ne sont pas à la recherche nécessairement du sensationnel. Ils ne se manifestent pas que lorsqu'il y a un attentat. Et ils n'ont pas aussi un héritage colonial. C'est ça très important, historique ou colonial. Ils ont le contraire, ils ont soutenu. Alors, il faut préciser que leur approche est liée tout simplement à une certaine vision qui concerne le confucianisme, c'est-à-dire qu'ils veulent établir des relations plutôt pacifiques avec les populations. Et dans le temps, la Chine a commercé déjà depuis le XIVe, XIIIe siècle. C'était une puissance navale et qui avait des relations commerciales avec ce qu'on appelait à l'époque la route de la soie. La route de la soie, mais aussi les routes maritimes qui passaient par le détroit de Malacca pour rejoindre l'Inde et l'Afrique de l'Est. Donc c'est pas nouveau en fait, la présence chinoise et les contacts aussi bien commerciaux que culturels entre la Chine et l'Afrique, elle ne fait que renouer. Alors une question, Reda Hariresh, un petit peu dans le cadre historique toujours. Pourquoi l'Afrique plutôt la Chine s'est intéressée à l'Afrique et n'est pas aussi présente, par exemple, au Moyen-Orient, notamment les pays du Golfe? Les pays du Golfe, elle a plutôt un point d'ancrage sur place, avec notamment des zones comme Dubaï, mais sans plus. Pourquoi? Parce que c'est une chasse gardée entre les mains des anglo-saxons et les Chinois veulent plutôt choisir la voie du contournement. Et ce contournement, ils sont en train de le faire à travers l'Iran et la Corne de l'Afrique. Et par la suite, ils vont aller vers les pays du Golfe, puisque oui, c'est la Corne de l'Afrique. Oui. Donc ils vont opter pour le contournement, puisque par la suite ils s'installeront en Syrie et en Irak, et ils vont finir par récupérer, si je puis dire, le fruit mûr qu'est le Golfe Persique par la suite. C'est une question d'étape.
ils ne sont pas très gourmands. Ils ne sont pas pressés aussi. Voilà. J'aimerais juste rebondir sur ça. Oui, par rapport à ça, moi j'ai un autre avis parce que cette année a été marquée justement par un grand coup politique, diplomatique et aussi médiatique. C'est l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, justement sous médiation sous les médiations chinoises. Exactement. Oui, et donc ça marque vraiment, si vous voulez, un rôle très très actif de la Chine au Moyen-Orient, même si c'était un rôle qui était discret, mais c'est un rôle qui est apparu, qui s'est manifesté au grand jour, justement par cet accord-là, qui n'a pas été compris par beaucoup d'observateurs internationaux, mais qui révèle en réalité déjà, premièrement, des liens très très profonds entre la Chine et le Moyen-Orient, que ce soit le monde arabe ou alors le monde musulman en général, c'est-à-dire on parle de siècles d'histoire commune, mais aussi avec l'Afrique. Il s'agit aussi d'un, si vous voulez, d'un contournement d'une stratégie d'endiguement qui visait à bloquer des routes commerciales, notamment les routes qui permettent l'approvisionnement de la Chine en matière d'hydrocarbures et tout ce qui tourne autour du Yémen et du détroit de Bab el-Mandeb. C'est-à-dire que ça a été une riposte chinoise qui a été une riposte calme, mais une riposte tonitruante avec un coup d'éclat, qui a un coup d'éclat diplomatique à travers l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Dans ce sens, il y a l'initiative, on parlait tout à l'heure, la ceinture et la route. Et je signale que l'Algérie est membre de cette initiative. Cette initiative n'est pas uniquement présente en Afrique, parce que ça vise justement à doter les pays africains d'infrastructures, notamment portuaires. Il y a beaucoup d'investissements chinois sur les ports dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique de l'Est, mais également en Amérique du Sud, notamment au Pérou et en Argentine et au Brésil. À Cuba, au Venezuela. À Cuba aussi. À Cuba, c'est un peu traditionnel. La Colombie, il y a beaucoup de projets, par exemple le projet d'un métro en Colombie, c'est nouveau. Parce que la Colombie a toujours été considérée comme une chasse gardée des États-Unis, la lutte contre les narcotrafiquants, etc. Donc la Chine n'a plus de complexe vis-à-vis de l'Amérique du Sud et aussi de l'Afrique. Et cette initiative de la ceinture et la route... Elle est peut-être loin, l'Amérique latine. L'Amérique du Sud, oui. Pardon. Elle est un peu loin, non? Non, il y a beaucoup de projets. Vous savez que entre 2020 et 2023, l'investissement chinois en Amérique du Sud est passé de 12 milliards à 350 milliards de dollars. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Amérique latine et de l'Afrique. Et du Brésil aussi. Du Brésil, l'Argentine, c'est des grands pays. Donc la Chine n'est pas absente en Amérique du Sud parce que les États-Unis ont toujours voulu... En fait, elle s'est attaquée à toute la rive sud de la planète. Commercialement, économiquement. Géographiquement. Parce que ça rapproche les routes maritimes, etc. Et la Chine, la diplomatie chinoise, a aussi joué sur le sentiment anti-américain qui existe en Amérique du Sud. Tout à fait. Parce qu'il y a un sentiment qui s'est déployé ces derniers temps et beaucoup de spécialistes des mouvements de la lutte contre les narcotrafiquants se sont rendus compte que finalement, les États-Unis ne sont pas réellement en train de lutter contre les narcotrafiquants. Au contraire, ces raisons sont utilisées pour... Tout ceci, messieurs, nous ramène un petit peu à la question du BRICS. La Chine, avec ses partenaires, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et bien sûr... Le Brésil constitue un front anti-occidental en matière économique. Aujourd'hui, avec... C'est une alternative. C'est une alternative. Mais ça constitue, notamment avec tout ce qui se passe... Un bloc émergent. Il y a aussi l'organisation de coopération de Shanghai qui commence à devenir de plus en plus importante pour revenir un petit peu aux médias, la guerre en Ukraine a été traitée d'une manière très différente des médias chinois, puisqu'ils ne se sont pas vraiment... positionnés aux côtés des Occidentaux ni des Ukrainiens, et ils se sont positionnés du côté un petit peu des Russes. Mais parce qu'on s'est rendu compte... Ils sont partenaires aussi. Ils sont partenaires, et on s'est rendu compte que le monde finalement a changé. Et que les idées qui étaient dominantes, notamment les médias dominants, les médias mainstream... Les mainstream, oui. On s'est rendu compte avec la guerre d'Ukraine que c'est plus possible de manipuler les opinions comme on l'a fait pour la guerre en Irak, comme on l'a fait pour la guerre en Afghanistan, comme on l'a fait pour le Yémen et pour d'autres contrées. Il y a d'autres médias, c'est pour ça que comme on l'a fait le 11 septembre. Le 11 septembre, le slogan aussi de différence, regardez la différence, comment nous on traite les événements et l'information, comment les autres le font. Et il y a d'autres pays qui le font aussi, pas uniquement la Chine, il y a aussi l'Inde. Même si l'Inde, parfois, elle est chancelante avec des mouvements nationalistes à l'intérieur. Et je signale aussi que l'Algérie a été le premier pays arabe à signer un accord de partenariat stratégique avec la Chine. Tout à fait. C'était en 2014. Elle a été renouvelée, le pacte a été renouvelé en 2022. Et ça veut dire que la Chine considère l'Algérie aussi comme un grand partenaire en Afrique et dans le monde arabe, parce que la Chine a soutenu la garde de libération nationale, comme l'a souligné Sofiane, elle a aidé la garde de libération nationale. Et les Algériens n'oublient pas ce genre de soutien dans les moments difficiles. C'est le même cas pour certains pays africains. Et je pense que ce monde nouveau qui est en train de changer se nourrit aussi du passé.
du passé, notamment colonial. Oui, je voulais préciser aussi que la situation de la Chine d'un point de vue géopolitique est un peu tendue actuellement parce que du côté de la mer de Chine, il y a cette rivalité qui se pose avec l'île de Taïwan, que certains considèrent comme étant le porte-avions des États-Unis dans la région, et la rivalité qui est exacerbée avec les États-Unis à travers le Japon, qui est en train de se réarmer actuellement. Donc tout autour de la Chine, il y a quand même une stratégie de containment qui a été mise en place par les Occidentaux et notamment par les États-Unis pour essayer en quelque sorte de museler la Chine. Donc c'est pour ça qu'avec son partenaire russe, il y a une complémentarité aussi bien pour l'un que pour l'autre. On peut dire d'une certaine façon que le problème de l'Ukraine interpelle également les Chinois sur ce qui se passe à Taïwan, sur ce qui se passe aussi en mer de Chine, parce qu'il y a une question de délimitation de l'espace maritime chinois jusqu'au niveau des îles Spratly, puisqu'il y a plusieurs pays riverains qui sont autour de la Chine et qui sont instrumentalisés par les Américains à travers ce différend. On a les Philippines, la Corée du Sud, le Vietnam. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre aussi d'une tentative d'endiguement de la Chine de manière à ce qu'elle ne puisse pas avoir, ou plutôt étendre son espace d'influence dans la sphère asiatique. Alors, je ne sais pas, Reda Harira, chez Sofiane Baroudi, si vous êtes déjà parti en Chine. Oui, on est parti, oui. Moi et Faisal, on est déjà parti. Vous savez qu'en Chine, la majorité des réseaux sociaux américains sont bannis. Et la Chine a ses propres réseaux sociaux. Et l'un des réseaux sociaux aujourd'hui qui a envahi les États-Unis et l'Occident, c'est bien sûr TikTok. On va regarder justement un petit sujet sur l'arrivée de TikTok et qui a véritablement dérangé les Occidentaux. Le gouvernement américain et la Commission européenne ont pris la décision assez drastique d'interdire l'utilisation de TikTok à tous les fonctionnaires. Ils ont donc pris cette décision sur un fondement de cybersécurité essentiellement, mais qui est probablement pas le seul sujet qui est à leur esprit. C'est la partie soft power chinois, américain selon les nationalités des applications. C'est qu'une fois qu'on a ce niveau-là d'information sur quelqu'un, on sait aussi quel type d'information lui pousser pour qu'il reste addict à l'application. Et on sait aussi quel type d'information lui pousser s'il est en hésitation, par exemple, sur un choix politique. Donc, dans le cas spécifique de TikTok, ça veut dire aussi pousser des contenus qui donnent une image plus positive de la Chine, qui vont amener à consommer d'autres types de contenus qui rapprochent de la culture chinoise. Et en ce sens-là, c'est un instrument de soft power. Si on prend le point de vue des Américains, c'est eux les rois du soft power jusqu'à maintenant. Ça doit être assez surprenant et choquant pour eux de voir une autre nation capable de déployer ce niveau-là d'influence en touchant directement les personnes en plus. Voilà, c'était l'avis d'une spécialiste justement de la cyber-internet qui a donné justement, expliqué un petit peu pourquoi l'Occident est dérangé par TikTok. Je rappelle que parfois il est un petit peu verrouillé en Amérique du Nord et parfois en Occident pour son influence. Aujourd'hui, TikTok, qui est une application chinoise, est devenue un élément de soft power chinois. Soft power, comme le Facebook, est un élément de soft power américain. Tout à fait. Pourquoi on accepte Facebook et on refuse TikTok? Ça fait partie justement de médias mainstream qui voudraient toujours présenter tout ce qui vient en dehors de la sphère occidentale comme une menace. Huawei, par exemple, pour ne pas lui faire de la publicité, une grande société chinoise, est encerclée dans beaucoup de pays. Elle a été interdite aux États-Unis. Toutes les sociétés chinoises, ZTE, Huawei, etc. Et Huawei, pour remplacer ça, se redéployer sur l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, l'Afrique et aussi le Moyen-Orient. Parce qu'on avait parlé de la 5G, on considérait comme une menace pour la sécurité. Donc vous voyez que quand d'autres partenaires viennent d'ailleurs, enfin d'autres concurrents viennent d'ailleurs, on va leur inventer des questions de sécurité, de défense, etc. Et parfois, c'est pas vraiment crédible. Pour le cas de TikTok, c'est pas du tout ce qui a été avancé par rapport à cette application n'est pas du tout crédible parce qu'on n'a pas convaincu beaucoup de monde. La preuve, c'est une application très adorée par les jeunes occidentaux et partout dans le monde. Qui a un petit peu... Donc la propagande n'a pas vraiment fonctionné.
Le projet de loi américain Restrict Act, il porte son nom. Restrict Act. Il est là pour empêcher les activités chinoises de se développer sans plus. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a déjà une guerre commerciale qui a commencé depuis des années et la Chine, par sa puissance économique, qui est une puissance économique irrattrapable pour les Occidentaux, notamment au niveau industriel, elle a, si vous voulez, dévoyé complètement les règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, que les Occidentaux avaient eux-mêmes établies pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elle les a dépassés sur leur propre terrain. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment de freiner la puissance chinoise et le principal outil qui est utilisé, c'est notamment les brevets, ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, qui crée une situation de guerre commerciale qui dure depuis des années, dont l'objectif principal est juste de freiner le développement industriel, mais aussi technique chinois, qui est très très important. Il ne faut pas oublier aussi que la Chine a eu un rôle très très important dans l'aide au développement technique, notamment en Afrique et notamment en Algérie, et ça continue à une vitesse très très élevée, et les Occidentaux ont très peur de ça, et c'est pour ça qu'il y a un déploiement, si vous voulez, de politique publique qui vise juste à restreindre le développement chinois que personne n'arrive à rattraper. Et la prochaine guerre, ce sera sur l'intelligence artificielle. Vous pensez que c'est autour de Taïwan, c'est d'ailleurs l'enjeu. Taïwan, les microprocesseurs, beaucoup de choses. Parce que c'est Taïwan le plus grand processeur, le plus grand producteur de microprocesseurs. Donc l'enjeu, il est là. Mais aujourd'hui, ces médias alternatifs ou bien ces médias disons, qui sont connectés à l'Internet, sont une menace pour justement l'hégémonie technologique IT américaine. Et aussi commerciale. Parce que c'est une question commerciale surtout, c'est une question d'argent plutôt. Il y a de l'influence politique, diplomatique, mais il y a aussi beaucoup d'argent et beaucoup de majors, beaucoup de sociétés américaines ne veulent pas perdre des parts de marché de plus en plus importantes pour les sociétés chinoises en Afrique et en Amérique du Sud et en grande partie en Asie aussi. Oui, Reda. Et pour finir, je précise en ce qui concerne Taïwan qu'elle est dépendante des livraisons néerlandaises parce que c'est là-bas où se trouve la principale entreprise qui livre les composants indispensables pour les microprocesseurs taïwanais et ainsi que les sociétés d'optique, la société d'optique allemande qui elle aussi approvisionne Taïwan. Et c'est à travers eux que les États-Unis agissent pour stopper l'avancée technologique chinoise. Et même les plus grandes entreprises technologiques américaines sont obligées de produire en Chine parce que le niveau de production industrielle, il est à un autre niveau. De toute façon, c'est un sujet sur lequel on va sûrement revenir, surtout le soft power chinois. On n'a pas trop parlé de cinéma, justement, chinois qui fait fureur. Cinéma et littérature aussi. Littérature, bien sûr. Alors, cette émission est à présent terminée. Merci Faisal, merci Reda et Sofiane. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un sujet toujours aussi palpitant sur le monde des médias. Bonsoir.